Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Partie 2 sur Britney Spears aujourd'hui. En fait, partie 2. Si vous n'avez pas écouté l'épisode dont je traite de la partie 1, comment j'ai réparti mon propos sur Britney, c'est que la partie 1 parle de ce que je sais de Britney via les relations publiques, via les médias, que ce soit les médias traditionnels, les médias sociaux. Donc, ce que je sais de Britney Spears depuis un peu le début de sa carrière, mais bon, c'est sûr qu'on n'est pas allé en détail, là. Mais les grandes lignes de ce qu'on a su sur elle et sa période sous tutelle, là, en anglais, on appelle ça son conservatorship, là. Elle a été mise sous tutelle du tribunal et de son père et d'un groupe, là, qui agissait comme tuteur. Elle n'a pas été en maîtrise de sa vie pendant 13 ans. Avant ça, on a vu ses frasques dans les magazines à potins, dans les sites à potins. Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu énormément de musique qui a été produite, de vidéoclips qui sont sortis, de prix gagnés, d'ascension et de domination, je dirais même, au niveau de son pop stardom. Britney Spears, c'est une icône, c'est presque aussi gros que Madonna, comme impact, comme fanatisme aussi, à quel point les gens qui l'aiment fort. Puis Britney, c'est un narratif, c'est une image à la fois en vidéo, les gens se sont attachés à elle depuis le début. C'était un succès fracassant depuis le début. Dès le premier vidéo One More Time, donc où elle était jeune et elle a grandi avec ses fans jusqu'à la période sombre là, qu'on lui connaît. Mais on lui a connu une période sombre, mais on l'a presque pas vue pendant ce temps-là. Puis tu sais, elle disait qu'elle pouvait pas parler, puis elle pouvait pas s'exprimer. Alors, il y avait des entrevues, mais on se demandait ce qu'elle disait puis ce qu'elle disait pas, puis on savait que c'était extrêmement contrôlé. Donc, est-ce qu'on connaît la vraie Britney? Et c'est là où j'en suis, donc, à la fin de mon premier épisode sur Britney Spears. Et je m'apprête à lire son livre, que je lisais pas, mais qui pourtant nous est présenté comme étant sa version. Puis là, je vous disais, mais pourquoi je ne l'ai pas lu? Pourquoi j'avais pas le goût de le lire? C'est parce que je n'étais pas convaincue que c'était vraiment sa version. Je me disais, c'est-tu vraiment elle qui a fait ça? Avec ce qu'on entend sur sa santé mentale présumée, sur ses difficultés, est-ce qu'elle est vraiment capable d'écrire un livre avec ce qu'on en voit sur les réseaux sociaux? Je me disais, si ça se trouve, c'est même pas avec l'écrit. Puis en plus, tu sais, ce qui est dit là-dedans, ça doit être totalement aseptisé. Il doit pas avoir grand-chose. Puis après ça, je me disais, donc, est-ce qu'elle peut vraiment parler? Est-ce qu'elle est vraiment libre aussi? Puis est-ce que... Elle n'est plus sur tutelle, mais elle a des gens probablement qui l'entourent puis qui entourent ce qu'elle fait. Parce que voyez-vous, c'est ça... Là, je vais commencer par une parenthèse. Je vais dire, je m'appelle Jeanne Duquette, premièrement. Mon nom est Jeanne Duquette. Je suis la créatrice de ce podcast qui s'appelle J'ai une idée, qui raconte des histoires de succès et de scandales dans le développement de la notoriété des personnalités publiques. Alors, on examine des bons coups, des histoires... et aussi des catastrophes, comme vous pouvez le voir. Dans les 51 premiers épisodes, on est déjà rendu à 52, 53. Merci à tout le monde. J'adore faire ce que je fais. Puis vous êtes plusieurs à m'écrire aussi pour me donner vos commentaires. Fait que c'est toujours très, très, très... ça me fait très plaisir. Puis continuez à le faire. C'est vraiment génial. Puis si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à faire des commentaires, continuer de m'aider à faire connaître. Donc, j'ai une idée. Parce que ce beau contenu-là gratuit que j'avais pour vous, je voudrais continuer à le faire longtemps. Alors, plus il y a de gens qui me connaissent, plus il y en a qui risquent de retenir nos services. Et ça me permet donc de continuer de vous partager mes idées. Alors, première chose, c'est que quand une star va pas bien, OK? Quand une grande star de la musique va pas bien ou qu'elle a des comportements
qui nécessite beaucoup d'intervention de son équipe, que ce soit, bon, dans son cas, la famille, c'est allé loin, là, tu sais, Britney Spears, c'est le cas ultime. Donc, il y a eu une tutelle. Elle n'a plus été en mesure de prendre des décisions sur sa vie. Puis, ce qu'on a su à la fin de la tutelle, c'est que elle pouvait même pas avoir de la liberté sur son corps et sur tomber enceinte. Donc, elle était obligée, qu'elle disait, de porter un stérilet, puis de se protéger. Elle ne pouvait pas décider d'avoir d'enfants, elle ne pouvait pas décider de se marier, bref. Alors, c'est allé loin. Mais donc, quand là, un artiste se met à sortir d'un journal, là, puis là, à dire, ben là, mon équipe est pas fine, mon gérant est pas fin, ma famille est pas fine, etc., etc., puis elle se met à attaquer, donc, les gens autour d'elle, la star en question, les gens peuvent pas répondre. Les gérants, là, en particulier, là, peuvent pas répondre. Parce que si tu réponds, tu vas trop nuire à la carrière de l'artiste. Puis, si tu réponds avec la vérité souvent, là, si tu réponds avec comment ça s'est réellement passé, si tu veux répondre avec, tu sais, selon la perspective de la gérance, là, avec les impacts que ça a, puis avec les impacts financiers, le contractuel, tu sais, tout le reste que la gérance ou l'équipe autour s'occupe. Je veux dire, des fois, il y a des situations catastrophiques, puis des décisions déraisonnables, puis ils sont pas toujours, tu sais, menés par ce que le public perçoit depuis des années comme étant les véreux qui se mettent tout l'argent dans les poches, puis qui donnent rien aux pauvres artistes qui font pitié. Ce narratif-là, il a continué parce qu'il y a personne qui veut se défendre de ça, parce que si tu te défends de ça, le public n'aimera plus l'artiste. Si le public n'aime plus l'artiste, il n'achète plus ses disques, il n'achète plus des shows, il n'y a plus d'argent qui roule. Alors, tu sais, l'artiste est ruiné, puis tout le monde qui est autour l'est aussi. Alors, c'est économique aussi, fait que souvent, tu vas accepter que les gens chialent contre toi, parce qu'ultimement, tu veux protéger tes avoirs, puis ce que tu as contribué à développer pendant longtemps. Fait que, lisant les lignes, là, vous avez le droit. fait que dans le cas de Britney Spears, c'est ce que je me doute aussi. Alors, si elle veut dire des choses qui la font peut-être mal paraître, ben les gens laisseront pas ça dans le livre parce qu'ils veulent quand même qu'il apparaît bien. Fait que, tu sais, côté, je le sais que c'est un exercice de relations publiques quand même. Fait que j'étais pas sûre de la fiabilité, puis je me disais, je vais-tu vraiment aller perdre 6 heures de temps à lire ça? Mais je regrette pas de l'avoir fait, puis je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est sa version des faits. Selon ce qu'on en sait, c'est quelqu'un qui a enfin pu s'exprimer après des années de silence imposé, après des années de censure de tout ce qu'elle avait envie de dire et de faire. Donc, pour elle, cet exercice-là, à la base, même humainement, je me dis que pour elle, c'est un exercice qui a dû être extrêmement libérateur, puis qui a dû faire du bien, puis peut-être mettre un baume là, sur les nombreuses blessures qui sont présentes. C'est ce qu'elle nous raconte là, dans son histoire. Fait que je vous résume un peu pour ensuite aller dans certains commentaires et réflexions sur des faits plus particulier. Alors, Britney, dans son livre, raconte son enfance dans une petite ville du sud des États-Unis, des régions qu'on appelle plus conservatrices, où c'est ça, là, l'homme est encore le boss, la femme, faut qu'elle suive, puis les enfants, ils n'ont rien à dire, il faut qu'ils respectent l'autorité. Tu sais, c'est plus traditionnel, donc, comme environnement. Donc, elle grandit dans cet environnement-là. Elle est la deuxième, elle a un frère plus vieux. Pendant longtemps, donc, pendant tout le temps, jusqu'au moment où elle commence à faire carrière, je pense, elle est la seule enfant. Sa sœur est arrivée beaucoup plus tard. Sa petite sœur, qu'on connaît aussi, qui s'appelle Jamie Lynn Spears. Elle grandit dans une famille dysfonctionnelle. Elle nous parle de ses grands-parents au début, ses grands-parents paternels qui ont été violents, probablement avec son père. La grand-mère a souffert de troubles de santé mentale. Donc, elle a été hospitalisée, tout ça, là. Le grand-père était très cruel.
Donc, le père a grandi dans cet environnement-là. On comprend très vite, elle nous le dit, son père est alcoolique, il disparaît de la maison, ça crée de l'insécurité. Il y a des cris, des chicanes à la maison, etc. Mais il y a aussi une grande pauvreté. Elle a vécu des périodes de pauvreté. Son père, c'est un entrepreneur, mais c'est quelqu'un qui a des problèmes de dépendance. Donc, il y a eu des « j'ai tout perdu ». Hein, il en a vécu des « j'ai tout perdu » parce qu'il s'est essayé en affaires, il devait partir sur le party, prendre des mauvaises décisions, puis là, tout perdre. Ça, c'est arrivé là, dans la vie de son père. Donc, et au moment où elle commence là, à avoir ses frasques puis ses gros problèmes de déséquilibre, là, ce qu'on ressent, mais qu'on n'a pas toute l'histoire, là. Ces gros moments où il y a eu la tutelle qui est arrivée, elle n'était pas en contact avec son père plus que ça. Son père était plutôt désintéressé là, de la famille. Ses parents étaient divorcés. Donc, c'est ça. Son frère a eu un gros accident quand il était jeune. Très gros accident. Lui, il s'est cherché longtemps. Il a travaillé avec elle beaucoup. Travaillé sur ses tournées, etc. Donc, ça, c'est son frère. Sa petite sœur est arrivée plus tard. Sa mère, elle n'en parle pas tant. Plutôt pour dire qu'elle n'a pas une super bonne relation avec elle, sa mère a une codépendance par rapport à son père. Et n'était pas beaucoup là pour elle. C'est beaucoup été une femme qui s'appelle Felicia qui l'a suivie. C'était une amie de la famille qui l'a suivie, elle, dans ses tournées, puis dans ses débuts, puis qui était là pour elle. Ses parents n'étaient pas vraiment là. Hein? Fait que, vous voyez, une jeune fille, là, elle nous raconte son ascension, donc... elle a commencé son gros break, c'était dans le Mickey Mouse Club, qui était comme des émissions sur Disney, le canal Disney, là où elle a côtoyé, que ce soit Natalie Portman, Kerry Russell, Justin Timberlake, Christina Aguilera. Donc, elle a côtoyé ces jeunes-là dans le Mickey Mouse Club. De là, ensuite... Là, NSYNC commençait à avoir beaucoup de succès. On présente Britney à Clive Davis. Elle chante dans son bureau. Elle se fait offrir un super contrat. Elle part en enregistrement pendant... c'est une période d'un an et demi à peu près. Puis jusqu'à ce que son album sorte. Puis son premier single, c'est un hit mondial. Mais mondial, là. Alors, c'est énorme. C'est pas long qu'elle commence à faire de la tournée. La tournée mondiale des gros spectacles. Britney, c'est une performer née. À la limite, c'est une meilleure danseuse que chanteuse et elle a une présence sur scène extraordinaire. C'est ce qui fait qu'elle se démarque des autres. Elle se démarque d'une Christina Aguilera qui, oui, chante bien, mais qui a moins d'aisance sur scène, qui a moins de confiance en elle, en apparence en tout cas, qui a moins de confiance en ses capacités, qui a moins un talent inné pour entertainer au sens large. Et là, elle nous raconte tout ça, puis je vous dirais que la grosse brisure, là, pour elle, au départ, ça s'est passé. Elle a sorti avec Justin Timberlake. Elle est tombée amoureuse de Justin Timberlake quand elle était très jeune et ils se sont mis à sortir ensemble. Probablement, je pense qu'elle était avec lui de 18 à la jeune vingtaine. Là. Allez, ou 16, 17 à la jeune vingtaine. Ils ont été en couple, puis elle était bien avec lui. Ils étaient dans un bon couple ensemble. Et surtout, elle aimait beaucoup sa famille. C'est comme vous l'avez vu, la famille de Britney Spears est pas très présente, elle est dysfonctionnelle, le père est alcoolique, la mère, elle a eu sa jeune sœur plus jeune, alors elle semble pas être super présente. Donc, les gens qui sont stables dans sa vie, c'est Justin Timberlake et sa famille. Et à un moment donné, bon, NSYNC devient... ils ont vraiment été en amour, ces deux-là, mais NSYNC devient succès mondial. Et là, elle commence à voir dans les tabloïds que Justin Timberlake a été vu avec la chanteuse de All Saints. Elle se fait dire par des danseurs qui sont en tournée avec elle, je pense que parfois il est avec des groupies, parfois il est avec des gens du crew. Donc, il n'est pas fidèle, mais elle lui pardonne parce que pour elle, elle veut faire sa vie avec lui. Puis, quelque chose qui est très commun dans son trait de personnalité, c'est qu'elle n'ose pas en parler. Elle ne veut pas en parler, elle préfère ne pas en parler.
Donc, elle ne confronte pas, elle ne dit pas ce qu'elle pense. Donc, elle suit ce que les gens y disent dans sa carrière, puis elle suit ce que les gens y disent dans sa vie personnelle, là. Mais quand il la quitte, puis il l'a pas quitté rien qu'un peu, là. Puis c'est là que tout le livre complet, là, Britney Spears, elle n'a pas du tout conscience de son pouvoir. Puis elle n'a pas du tout conscience de ce qu'elle représente pour les autres. Elle est seulement consciente de comment elle se sent, puis ce qu'elle a vécu, puis ce qu'elle a subi. Puis il n'y a pas, puis j'en parlerai un petit peu plus tard, mais donc elle n'a pas conscience qu'elle est 75 millions sur 2 pattes, là. Quand même assez vite. Elle fait déjà 2 grosses tournées mondiales. Des tournées mondiales là, d'aréna, là, c'est des gros revenus, là. À cette époque-là, elle génère énormément d'argent. Alors, puis elle vend des disques, puis à l'époque, les disques, ça génère de l'argent. Alors, une star de son calibre, peut-être que la première tournée, elle n'a pas été payante parce qu'il t'investit beaucoup, puis ça coûte cher, puis beaucoup de pratique. Tu sais, ils ont besoin de plus de rehearsal, puis louer, puis tout ça. Mais peut-être que ça n'a pas été ultra lucratif, mais la deuxième, certainement. Mais là, NSYNC, donc lui, il est infidèle et il veut partir une carrière solo. Alors, non seulement il prépare sa sortie à la quitter, mais quand il la quitte, il sort son album solo, puis le premier single, c'est un single où on voit dans la vidéo qu'une femme l'a trompé et que c'est elle. Et qu'on sous-entend que c'est Britney Spears. Et Britney Spears, bon, à l'époque, elle avait la réputation, elle avait dit qu'elle venait d'une famille traditionnelle puis qu'elle allait attendre avant le mariage, avant d'avoir des relations. Puis lui, il a dit à tout le monde, ben non, c'est pas vrai, ça fait longtemps qu'on avait des relations. Alors, il la laisse, il se sert d'elle pour lancer sa carrière. C'est partout, dans tous les journaux à potins. Puis là, les gens commencent à dire Britney Spears, c'est une slot, puis c'est une scie. Vous savez comment la presse est pas gentille avec les femmes. Et tout ça, là, c'est devastating pour Britney Spears. C'est déjà quelqu'un de fragile. C'est déjà quelqu'un qui n'a pas été beaucoup aimé, là. On le voit, là. Elle a été proche de certaines personnes, mais pas tant. T'sais, elle n'a pas tant de famille. Et quand elle perd son chum, elle est déjà dévastée. Puis elle dit déjà dans le livre, donc, parce qu'on a de la misère, elle ne nous parle pas du tout de sa santé mentale en détail. Elle ne nous dit pas ce qu'elle a. Puis ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Ça, c'est ça que les gens disent toujours. Les chroniqueurs disent, on ne peut pas vous dire ce qu'elle a. Ils ne veulent pas nous dire ce qu'elle a parce que c'est trop compliqué ou trop grave. C'est ça que ça sous-entend. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se maquille facilement, là. D'après moi, je me dis bipolaire, il y a plein de monde qui l'ont dit. Il y a Lady Gaga qui a dit qu'elle prenait des antipsychotiques. Alors, je me dis, est-ce que... Puis, ça sous-entendait qu'elle avait de la schizophrénie, Lady Gaga. Elle l'a dit dans une entrevue avec Oprah. Je ne sais pas si cette entrevue-là existe encore, par contre, mais je l'avais vue. Mais donc, est-ce que c'est ça qu'on nous cache par rapport à Britney Spears? Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que même elle... Ce qu'elle dit, par contre, c'est que quand Justin l'a laissée, elle n'a pas parlé. Donc, elle était dans un mutisme pendant plus d'1 an. Elle parlait plus. Elle parlait plus à personne. Elle parlait pas. Elle était tellement sous le choc, tellement en peine d'amour épouvantable, puis pas d'assise pour gérer ça. Puis, tu sais, c'est ça, je réfléchissais, je me disais, quand t'as pas été beaucoup aimée, tu sais, elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Elle n'a pas eu de gens beaucoup là pour elle. Elle a suivi beaucoup de cours. Elle a été performante. Elle a été beaucoup partie de la maison. Donc, elle n'a pas vécu beaucoup d'amour. On sent qu'elle n'a pas beaucoup de relations, ni avec le père, ni avec la mère. Avec le frère, ça a été très, très fusionnel pendant longtemps. Puis, donc, ce qu'on comprend, c'est sa figure, c'était lui, mais... À un moment donné, il y a eu son accident, puis c'est là qu'on pense qu'il y a eu comme une cassure. Puis son accident, il a failli mourir, donc peut-être ça a eu des conséquences au cerveau. Bref. Fait que, je sais pas, mais tout ça pour dire qu'elle ne semble plus aussi proche de son frère. Fait que quand elle a, tu sais, quelqu'un qui est super aimé, puis qui a une famille aimante, puis tout le kit, sa relation se termine, là. La relation amoureuse se termine, il y a une peine d'amour, mais tu sais que tu peux revenir à la maison, puis qu'il y a plein d'amour qui t'attend.
Mais quelqu'un qui vient d'une famille dysfonctionnelle, qui n'a pas été aimé, qui est hypersensible, c'est comme une plante qui n'a pas de fondation, qui ne tient pas. Fait qu'au moindre coup de vent, elle arrache. Au moindre coup de vent, elle ne tient pas. Il y a des gens qui sont des arbres émotionnellement parce qu'ils ont été bien outillés, bien entourés, puis ils ont grandi, puis ils sont forts. Mais il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup. Alors, les peines d'amour, c'est dévastateur dans ce temps-là parce que tu n'as pas d'autres sources. Hein? Fait que pour elle, elle dit, c'est salé jusqu'à physiquement. Donc, mentalement, là, c'est clair. Puis elle dit, j'étais un peu weird, Elle dit des fois, j'étais un peu weird. Elle dit des fois, j'ai été bad. Elle va dire ça. J'ai été bad pendant une certaine période, mais c'est tout ce qu'elle va dire, là. Alors, on n'a pas vraiment de détails, mais bref, elle a eu une longue période de mutisme après sa relation avec Justin Timberlake, qui a même dû venir la voir pour essayer que ça se passe mieux. Puis elle dit que même quand il est venu, puis qu'il a écrit une lettre où il a dit qu'il reconnaissait ce qu'ils ont vécu ensemble, puis elle dit que la lettre, elle l'a encore, puis qu'elle est encore en dessous de son lit aujourd'hui, à ce jour. Puis au moment où elle écrit ça, elle est avec son nouveau mari. Fait que, mais bref, donc c'est important pour elle. Alors, ça a été énorme. Puis ce qu'elle dit, c'est ça, c'est qu'elle aimait sa famille, puis elle a perdu beaucoup quand elle a perdu sa relation avec lui. Mais là, en plus, si vous imaginez, tu sais, ton chum, ton ex-chum, pour qui tu as une peine d'amour, il s'en va se servir de toi pour sa campagne promotionnelle, puis pour faire de l'argent. Et ça, on le comprend aussi, c'est une blessure énorme, mais qu'elle ne vit pas tout de suite cette blessure-là comme elle est dans la peine d'amour. Alors ça se passe, donc, et ça prend du temps, donc elle ne parle plus, puis elle parle à personne. Elle ne parle pas aux journalistes, lui, il fait des entrevues, ça sous-tend des affaires, il est au top du top. Cet album-là, solo de lui, ça a été un succès incroyable. Et là, c'est ça. Donc, elle s'exprime pas, elle fait pas de comeback ou elle demande pas, elle se revanche pas. Tu sais, on voit que déjà ça l'a brisé. Alors là, tu te dis que là, elle va aller travailler, elle va aller sortir d'autres albums puis être numéro 1 dans le monde. Mais pour le succès puis la carrière, c'est la même chose que le mieux-être. Puis je pense que je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine passée. Vous savez, quand on a des blessures profondes qui causent des blocages, qu'on appelle les fameux blocages, OK? Les gens vont dire, c'est pas nécessaire, je suis capable de passer par-dessus, puis je vais aller vivre ma vie, puis j'ai pas besoin de penser à ça, puis j'ai pas besoin d'aller broyer ça, puis tout ça. C'est parce que des fois, il y a des blessures qui causent des blocages. Puis ces blocages-là, t'auras beau mettre par-dessus tous les succès, les réalisations de soi, les cours en croissance personnelle, en « je m'aime plus demain matin », puis tu vas essayer de rajouter des affaires dans le contenant. Le contenant, il est bloqué. Faut que tu le débloques. Fait qu'elle, même si elle s'en va faire des tournées mondiales, puis tout ça, elle est brisée à cette époque-là. Mais je suis pas sûre que les gens s'en rendent compte tout de suite. Au moment où ils vont se rendre compte qu'elle est brisée, il va être beaucoup trop tard. Alors, et donc, elle est déjà brisée à cette époque-là, mais elle continue. Puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle a une routine dans laquelle elle était habituée depuis qu'elle a 14 ans. Elle ne fait que travailler. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas développé beaucoup autre chose en dehors de sa passion. Puis ça, c'est vrai pour beaucoup d'artistes. C'est vrai pour beaucoup de gens qui sont passionnés par leur travail. Puis, tu sais, je veux dire, le chapeau me fait aussi. C'est qu'on fait des choses, notre travail, on l'aime, fait qu'on ne sait pas quoi faire d'autre quand on a du temps off. Alors, elle n'a pas appris à avoir des exutoires ou d'autres passions ou d'autres choses qui peuvent lui permettre de s'évader un peu. Fait que retravailler, au début, il y a des gens qui disent « je vais travailler, ça me fait du bien parce que j'aime ça ». Ça, là, c'est un accélérateur vers un grand mur qui s'en vient. Parce que si tu ne développes pas d'autres passions puis d'autres façons de te sortir d'un milieu qui est difficile puis qui t'en fait voir de toutes les couleurs, mais c'est difficile. Autre affaire que je vais vous dire, c'est que, tu sais, j'en ai parlé aussi dans l'épisode 1, mais pour moi, Britney Spears, là, elle s'est établie dans ma tête comme une star
incontournable puis qui allait marquer son époque le jour où elle a fait les MTV Awards et la première fois où elle a fait son numéro avec Satisfaction qui virait en autre tune, là. Et c'était une performance au niveau de la présence incroyable. Et c'était comme wow, là, tu sais, she means business, elle est vraiment on top. Et quand elle reparle de ça dans son livre, elle, tout ce qu'elle retient de ça, c'est les critiques qu'elle a eues en fonction de son apparence puis son habillement. Puis c'est sûr que c'est rough là, pour une femme de devenir une pop star, puis c'est rough pour ceux qui vont être jaloux, puis ceux qui vont vouloir critiquer, puis ceux qui vont avoir quelque chose à redire d'une femme qui dégage autant d'assurance, autant de maîtrise, autant de c'est ça, performance d'exception. C'est sûr qu'il y en a eu qui ont chialé sur « Mon Dieu, elle n'aurait pas dit ça pied de même », puis « Mon Dieu, que... » Et elle, c'est ce qu'elle retient de ça. C'est ce qu'elle mentionne de cette époque-là. Fait que là, tu te dis, OK, en plus, elle n'a pas la couenne dure au niveau de la critique. Et ça, je vous dirais que pour celles qui... Tu sais, il y a des femmes qui sont devenues des icônes féministes sans le vouloir et qui n'avaient pas nécessairement l'acuité intellectuelle pour le porter, ça. Et donc, contrairement à une Madonna qui porte son pouvoir, son girl power, son assurance, puis sa maîtrise, elle la porte autant intellectuellement que sur la scène, puis je dirais encore plus intellectuellement parfois que sur la scène pendant longtemps. Britney Spears n'est pas équipée, on le voit, elle n'a pas le même... Alors, tu sais, vous voyez, il y a ça aussi, il y a des gens, l'intelligence, pas nécessairement émotionnelle, mais l'intelligence, celle plus intello qu'on appelle, le QI, tout ça, ça a quand même son impact, là, parce qu'il y a tellement de nuances, il y a tellement de choses à comprendre dans ce milieu-là, puis si on veut être capable de porter aussi ce message-là, de se défendre face à toutes ces critiques-là, il faut être fait fort mentalement. Puis encore une fois, on revient, la fille n'est pas faite forte, elle a une immense peine d'amour. Et là, elle se fait critiquer toutes les semaines, les gens tapent dessus, c'est un sport national. Là, l'année d'après, elle fait les MTV Awards. Sa performance avec le serpent, c'est extraordinaire. Mais là, c'était tellement extraordinaire qu'ils ont sorti les tracks de elle qui chante. Ça, elle n'en parle pas dans son livre, mais moi, je me souviens... Ils ont sorti les tracks d'elle qui chante pendant qu'elle fait sa performance. C'est-à-dire que oui, c'est du lip-sync, oui, c'est comme ben du monde, puis aujourd'hui, c'est accepté. Tu sais, ils comprennent qu'ils peuvent pas danser à un niveau aussi élevé en même temps que chanter à un niveau aussi élevé. Fait qu'ils vont se faire aider. Mais bref, ils ont sorti ça pour l'humilier. Et là, mais moi, ce que je pense, qui est la plus grande catastrophe dans la vie de Britney Spears. En fait, ce qui a été le danger, mais dont on ne peut pas parler, ni elle, ni ses parents, probablement le monde ne peut pas en parler de à quel point, c'est que, voyez la fille vulnérable, qui est pas super équipée, qui se réfugie dans le travail, puis le party, mettons, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime autour d'elle puis qui s'occupe d'elle. Fait qu'est-ce qui arrive? Il arrive un danseur ratoureux qui se dit, elle est vulnérable, parfait, je viens d'avoir mon ticket à la banque. Puis c'est clair que c'est ça, là. Kevin Federline, c'est la pire affaire qui est jamais arrivée dans sa vie à elle. C'est un profiteur de première qui lui a fait un numéro de première, c'est-à-dire qu'il le séduit alors même qu'il était marié, qu'il était avec une autre femme, qui avait déjà un enfant avec elle et est enceinte. La femme avec qui il était est enceinte. Il voit Britney Spears dans un restaurant, il s'en va à voir, puis il se la met dans les poches. Et c'est le cas de le dire. Puis écoutez, ça, c'est moi qui dis ça, là. Mais elle a beaucoup de doigté quand elle le dit, mais comprenez qu'elle s'est mariée avec ce gars-là, elle a dû divorcer de ce gars-là, puis elle doit lui donner 40 000 par mois depuis 20 ans. Faites le calcul. Combien ce gars-là il a fait d'argent? En séduisant Britney Spears et en restant avec elle à peine un an et demi.
à peine 1 an et demi, elle venait juste d'accoucher de son deuxième. Puis ça, elle raconte, elle peut, tu sais, il y a certaines affaires que j'imagine qu'elle peut dire, c'est des faits très peu commentés. Donc, alors qu'elle est enceinte de son deuxième, Kevin est toujours en studio en train de produire son album à lui. Avec quel argent vous pensez? Hein? Avec l'argent de Britney. Il est en train de produire son album à lui dans un studio, puis quand elle va le voir en studio, il veut pas avoir, il veut pas y parler, il veut même pas 40. Elle va le voir être avec son enfant à New York. Elle va jusqu'à New York pour essayer d'y parler, essayer de voir. Il refuse de la voir. C'est quelqu'un qui était, tu sais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est déjà vulnérable, mais là, vous voyez, là, elle retombe enfin en amour, elle décide de se faire une famille, et le gars, il l'a marié, il se fait un album, il pense qu'il va devenir une star mondiale, et il la laisse. Je pense qu'humainement, là, il n'y a pas pire catastrophe. Tu sais, c'est des émotions, puis en plus, c'est quelqu'un qui vit des grandes émotions, là, des grandes euphories quand elle est sur la scène, des grandes euphories. Mais là, ce gars-là, il la laisse. Elle a 2 enfants qu'elle vient d'accoucher. Elle est postpartum. Elle a pas sa shape qu'elle avait. Elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir. Elle se rend compte que ce que les journaux disent depuis... Parce que quand elle s'est mise à sortir avec lui, c'était bien évident qu'elle faisait profiter d'elle. C'était comme les gens ne l'aimaient pas, ce gars-là, voyaient tout de suite que ça avait l'air d'un profiteur, puis ça disait tout ça dans les journaux. Puis, tu sais, elle disait, faut se mettre à sa place à elle, tu sais, elle dit, je sors enfin de ma peine d'amour, puis je trouve quelqu'un, puis tout le monde dit qu'il est épouvantable, puis qu'il m'aime pas, puis etc., puis moi, je veux y croire, puis c'est beaucoup de fragilité humaine là, qu'on voit là-dedans. Fait que après lui, là où elle disjoncte, puis là, elle se met à disjoncter, puis ce qu'elle raconte dans le livre, c'était des choses qu'on savait moins, mais c'est que lui, il prend les enfants, puis il refuse qu'elle voie ses enfants. Parce que lui, il veut de l'argent, il veut un divorce avec ses conditions, ses affaires, il se prend des avocats, lui, il va passer à la banque. Puis il l'empêche de voir ses enfants à moins de conditions. Fait que la journée où elle disjoncte, puis elle se rase la tête, ou elle prend un parapluie, puis elle détruit une voiture... Je pense que c'était sa propre voiture qu'elle détruisait, tu sais. La journée où elle fait ça, c'est parce qu'elle n'en peut plus être... Puis comme je vous dis, les filles qui ont vécu des postpartum ici, là, puis des 2 accouchements, là, puis qui ont la fatigue, puis qui sont toutes seules pour s'occuper des enfants, c'est ce qu'on comprend, là. Bon, mais les filles qui ont vécu ça, là, vous savez comment est-ce qu'on se sent, là? Fait qu'imaginez toutes les hormones là-dedans, puis tout le pas d'hormage, puis c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'elle disjoncte vraiment à cette époque-là, puis c'est là que la famille là, commence à être vraiment inquiète. Mais surtout, face à ce divorce-là qui va lui coûter des dizaines de millions à Britney Spears, c'est quelqu'un qui passe dans sa vie 1 an et demi, qui fait 2 enfants, puis là, la fortune pour laquelle elle travaille si fort, et ça va s'en aller à cette personne-là, puis... ça va être dévastateur. La tutelle, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent pas qu'ils se reproduisent. Fait que, je vous ai dit au début qu'elle pouvait même pas se reproduire, puis se marier, puis tout ça, mais c'est parce que c'est le plus grand. C'était la plus grosse affaire qui l'a mené vers le grand déséquilibre de sa vie. Hein? On n'est pas juste dans sa carrière, là, on est plus dans l'humain, mais c'est ça. Puis je me dis qu'au fond, la tutelle, à la base, un juge, là, c'est probablement ça qui essaye de... Parce que là, elle se met à sortir avec un photographe marié, parce qu'après Kevin, là, c'est ça, là, elle disjoncte, puis là, elle dit « I was bad ». C'est là qu'elle dit « I was bad », mais elle nous dit pas grand-chose. Elle dit que quand elle a construit sa maison et que Kevin était un petit peu... elle pétait des coches, là, puis elle était un peu trop opiniâtre. Ça, elle dit. Mais tu sais, on n'est pas dans rien qui pourrait justifier qu'un juge mette en tutelle, là. Parce que tu ne mets pas en tutelle juste pour protéger l'argent. Parce que pour ça, tu sais, Whitney Houston a tout perdu. Michael Jackson, quand il est mort, il y avait 500 millions de dettes. Toutes les stars qui ont des problèmes de consommation, ils vont prendre des mauvaises décisions, vont mal s'entourer, ils vont perdre énormément d'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont profité de stars avant ça? Ben oui.
c'est plein le web, là, des histoires tristes comme ça. Puis, c'est ça qu'elle dit dans le livre. Tu sais, ces portions-là sont intéressantes, mais bon, est-ce que ça vient vraiment de elle? C'est que, tu sais, sa période où on l'a beaucoup jugé, là, puis qui a mené à une mauvaise presse à son endroit, il va être long. Je vais être obligée de faire une 3e partie, peut-être. Mais cette période-là, là, noire, qui a mené à la tutelle, c'est une période où elle était sur le party, où elle ne s'occupait pas de ses enfants, elle sortait avec des chums de filles, puis elle profitait de sa jeunesse, elle avait juste 25 ans. Combien de stars du rock masculine ont fait ça, puis il n'y a personne qui les a dérangés. Il n'y a personne qui leur a dit « Tu t'occupes pas de tes enfants, tu es en tournée, tu es avec des groupies, tu es parti sur le party. » Il n'y a personne qui juge ça. Il n'y a pas un tabloïd qui met ça en première page, que toutes ces grandes stars du rock-là s'occupent pas de leurs enfants, puis qu'il y en a dans plein de villes parfois, puis etc. Ça, c'est vrai, là. Le traitement des jeunes femmes à cette époque-là par les médias potins, parce que ça fait du clic, ça a été épouvantable. Et ça a mis la table au narratif de qui? De Kevin Federline. C'est lui qui s'est servi de ça pour probablement aller chercher des montants d'argent faramineux. Et parce qu'on ne sait pas tout, on le sait, le 40 000 par mois qu'elle donnait pour ses enfants, mais probablement qu'il y en a eu pour lui, puis tout, là aussi. Tu sais, ses enfants ont 18 ans, 40 000 par mois, fois 12, fois 18. Hein? Faites le calcul. C'est 1 demi-million par année, à peu près, puis ça, c'est... Tu sais, mettez 1 million par année pendant 18 ans. C'est ça, c'est entre 20 et 40 millions, lui, qu'il a eu. Fait qu'on s'entend-tu que quand la fille, elle commence à... On voit qu'elle est brisée, on voit que... Là, les parents ont vraiment compris probablement, « My God, elle a besoin d'aide. My God, elle est brisée. » C'est pas juste une peine d'amour, là. C'est quelqu'un qui a vécu un paquet d'affaires puis qui a besoin de beaucoup plus de support et d'amour qu'on pensait. Est-ce que c'est ça qu'ils se sont dit? Je sais pas. Mais là, elle est brisée, puis est-ce qu'elle va être capable de retravailler? Elle vient de perdre entre 20 et 40 millions à Kevin Federline. Est-ce qu'elle est ruinée? Est-ce que sa vie est finie? Puis elle a juste 25 ans. Alors, puis à l'époque, là, ça commence, je vois le temps, fait que je vais vous faire une partie 3. Je vous annonce tout de suite, ça mérite une partie 3 parce qu'on n'est même pas rendu, on est encore là, on est avant la tutelle. Mais, parce que juste avant la tutelle, elle a payé pour faire un album à Kevin, mais elle a payé pour faire un album à elle aussi. Donc, elle est executive producer de Blackout, OK, de l'album qui s'appelle Blackout. Et à l'époque, donc, parmi les milliers d'articles qui la dénigrent, qui l'humilient, qui sont désobligeants à son endroit, parce qu'elle fait des erreurs, parce que, tu sais, c'est une mère en postpartum, là. On peut-tu la laisser tranquille? Les paparazzis qui sont après, effrayants, elle peut plus rien faire. Ils essayent de la prendre en défaut. Elle est toute seule. Bref. Elle fait l'album Blackout et à l'époque, ils disent, bof, c'est un album où il y a tellement d'autotune que on ne sait pas si elle a vraiment, c'est un album, ils prennent pas l'album au sérieux, mais sachez qu'aujourd'hui, Blackout est reconnu comme étant un des plus grands albums pop des 50 dernières années. C'est le seul de ces albums qui a été reconnu par le Rock and Roll Hall of Fame. C'est un album qui a été cité par Rihanna, par un paquet de grandes stars comme étant l'album pop qui les a les plus influencés. C'est un album à l'origine de tendance. Oui, l'autotune, il y a de l'autotune dedans. Mais, je veux dire, après ça, on a eu Akon, on a eu tout le monde qui ont commencé à en faire. Puis aujourd'hui, l'autotune, c'est un mardi, là, en pop. Mais ça a été copié et reproduit. Et elle avait le contrôle total sur cet album-là. Puis probablement que, c'est ça, elle a essayé plein d'affaires. Puis les gens sous-estiment donc cet aspect-là de sa vie, son aspect artistique. Elle a créé un des meilleurs albums pop de tous les temps
pendant cette période-là, elle ne peut pas être si... Parce qu'elle n'arrête pas de dire ça. Dans le livre, là, elle répète souvent, j'ai fait cet album-là pendant cette période-là, je peux pas être aussi tout croche que les gens le disent, puis etc. Puis, bref, c'est là où on en est, au moment où on se parle. On va faire une deuxième partie après cet album-là, mais ce que je veux vous dire, c'est que, donc, ça a mis la table à, là, rajouter ça, là. Peine d'amour x2. OK? Elle revit une peine d'amour qu'elle a eu très de la misère à gérer la première fois parce que son Gavin, elle l'aimait, là. Mais là, en plus, c'est qu'il veut pas qu'elle voie ses enfants. Et ses enfants, elle les aime, là. Il veut pas qu'elle les voie. Quand elle y va, il retient si elle respecte pas ses conditions, puis elle donne pas l'argent qu'il veut. Fait que ça, c'est épouvantable. Mais en plus, il faut qu'elle gère une poursuite, là. Une poursuite puis un divorce entre quand il y a des énormes montants en jeu, même si tu es fait fort, même si tu es très intelligent, même si, quand c'est quelqu'un qui va venir te chercher ce que tu as construit pendant des années, puis qu'en plus, cette personne-là, tu sais, elle considère qu'il l'a trompé, qu'il l'a trahi, qu'il l'a utilisé. Ça fait mal, là, c'est effrayant. Fait qu'humainement, émotionnellement, là, c'est sûr que c'est un train wreck, là. Elle n'a pas du tout promu l'album Blackout, on ne l'a pas vu après. Et là, bon, ils sont venus ses premières hospitalisations. C'est quand elle est revenue chez elle, après ne pas pouvoir voir ses enfants, là, que l'ambulance est venue. Puis ça, c'est des images qui ont été beaucoup passées là, en boucle, là. Et là, elle est à son plus bas à ce moment-là. Alors, c'est ici qu'on va se laisser pour cette portion-là de J'ai une idée. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Mais donc, pour la première fois, ce sera un J'ai une idée en 3 parties, mais ça vaut la peine. Cette grande star du pop-là qu'on a... tu sais, qui est connue, mais méconnue, qui a une œuvre artistique imposante, qui a une œuvre médiatique tout aussi imposante, qui a été autant controversée qu'adulée, que jugée, que c'est effroyable, là, tout ça, tout ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? On est en train d'aller voir sa version des faits. Du danger que représentent des si grandes carrières et de si grands enjeux et de si grandes responsabilités quand on n'est pas préparé, pas équipé, peut-être pas accompagné, puis peut-être pas aussi outillé qu'on le voudrait. Qu'est-ce que ça a sur un humain? Hein? Chaque personne qui veut devenir famous, je vous le dirais, moi, qu'il y a des gens qui peuvent pas, puis qui devraient pas. Puis maintenant, je le sais. Je ne le savais pas avant. Moi, quand je signais des artistes, j'ai signé sur le talent brut. Puis je me disais que le reste, il allait pouvoir l'apprendre. Mais il y a certaines aptitudes ou certaines forces de caractère ou même une certaine intelligence. Pour les grandes carrières à ce niveau-là, là, ça demande un niveau de responsabilité personnelle qui n'est pas donné à tout le monde. Et je vous le dirais que moi, j'ai lu 300 pages et dans les 300 pages. Je ne sais pas si c'est 300 pages, je l'ai écouté en audio. Mais dans tout le livre, elle n'assume pas de responsabilité, Britney Spears. Et c'est là que tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas assez solide pour construire une grosse carrière puis une grosse business, parce que ça devient des business, les carrières des artistes. Et quelqu'un qui n'a pas le sens de la responsabilité, là, moi, je le sais, que c'est pas quelqu'un qui va être capable de bâtir une entreprise. Parce que quand tu es le constructeur d'une entreprise ou que tu es à la tête de tes affaires, ça peut pas être toujours la faute des autres. Me comprenez-vous? On peut pas construire sur quelque chose qui est pas solide. Puis pour être solide, il faut que ça soit responsable. Puis pour ça, ça prend bien des aptitudes. Puis malheureusement, dans le cas de Britney Spears, elle aurait peut-être pu les développer, mais elle a été brisée très tôt dans son développement. Alors, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est ce qu'elle nous raconte? Dans l'autre portion, on se revoit la semaine prochaine. Merci infiniment d'avoir été avec moi à J'ai une idée.